Bonjour, Eric Gibaud, rgo.com et aujourd'hui, grâce à Fujifilm France, je vais pouvoir te parler du GFX 50S Mark II et ils m'ont passé un paquet de matos avec le 110 mm f2, pas mal, on va voir, le 20-35 mm f4, pas mal. Et la grosse surprise en qualité, je ne pensais pas que ça allait être aussi bon, le 35-70 3.5 5.6. Mais on va voir ça en détail. Ça fait presque 20 jours que j'ai ce matos, donc j'ai pu faire plein d'essais et je vais te raconter mes impressions. Mais n'oublions pas de dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. 3 points cependant si tu n'arrivais pas à la fin de la vidéo. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Le deuxième point, si tu voulais te financer par CPF et tu allais partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne pourras plus t'inscrire. Par contre, tu peux t'inscrire avant et faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé. Il n'y aura plus de financement jusqu'à 100% des formations, sauf pour les demandeurs d'emploi. Alors, pas seulement la photographie, n'importe quel genre de formation. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite, puisque ce qui compte, c'est la date d'inscription, même si tu commences à faire la formation une fois la loi appliquée. Alors, je te laisse toutes ces infos, leurs liens sur leur site, le email, le téléphone qui est complètement gratuit, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Mais je raconte tout ça à la fin. Allez, c'est parti! Alors, comme j'ai voulu profiter du temps au dernier moment, aujourd'hui j'enregistre la présentation de l'appareil et des objectifs, mais je dois le rendre demain, donc après j'enregistrerai un autre jour mes conclusions, mon opinion et tout ça. Donc tu verras peut-être un changement de décor, quoi que ce soit. Voilà. Alors, dire que j'avais fait une vidéo sur le 50R. C'est le même capteur et j'avais fait aussi une vidéo qui disait que j'avais presque, quand il est sorti cet appareil, le 50 S2, j'avais presque des doutes si c'était pas une version genre Canon RP avec quand ils ont sorti le full frame mirrorless le moins cher, chez eux en tout cas, ou du marché, je sais pas à ce moment-là, je me souviens plus. Et j'avais la grande sensation que ça allait être une version vraiment décaféinée de du 100S. Eh bien pas du tout en fait. Évidemment le capteur c'est pas le même, mais le reste est bien là. Donc c'est rassurant et c'est un appareil qui tient vraiment la route. Bon, on va voir ça. Mais voilà, donc mes craintes ont été soulagées, si on peut dire comme ça. Alors, il s'agit d'un appareil moyen format. Moyen format, c'est plus grand que le full frame. Alors, c'est pas aussi grand que le moyen format argentique, ok? Mais ça reste plus grand que le full frame. Ouais, plus grand, pas qu'un petit peu plus grand, ok? Mais malgré ça, la taille n'est pas énorme. Tu vois le boîtier, il n'est pas vraiment plus gros que beaucoup de full frame, et même plus petit que certains. Donc tu te rends compte que la crainte de beaucoup d'avoir un appareil qui serait énorme tranquillise pas mal. Autant le poids que la taille, ça reste du raisonnable. Alors par contre, ce qui peut être grand, ce sont les objectifs. Par exemple, le 110 mm f2, on voit que c'est un bon objectif. Mais c'est normal, pour remplir un capteur de cette taille, il faut vraiment rentrer de la lumière, rentrer de l'information, donc des objectifs plus grands. Mais pas forcément. Par exemple, le 35-70 qui ouvre à 3.5, 5.6, il n'est pas spécialement énorme. Voilà. Donc, suivant ce que tu veux faire, il y aura des objectifs qui seront bien plus grands et d'autres non. Mais chez GFX, je ne remarque pas des trucs vraiment énormes non plus. Voilà. Mais bon, si c'était ton inquiétude, la taille est complètement la taille de la majorité full frame. En tout cas, un full frame réflexe, c'est souvent plus gros que ça. Voilà. Alors, une petite visite physique. Alors, il y a un truc qui me plaît beaucoup sur cet appareil, c'est qu'il y a un écran qui est toujours lui-même. Si tu éteins l'appareil, on voit toujours. Donc, d'un coup d'œil rapide, tu vois s'il te reste de la batterie, la configuration que tu as avant de démarrer. Ça, c'est toujours très bien. La prise en main est vraiment très bien. Ici, tu as pour reposer le pouce, tu vois, c'est bien. Ici, les molettes avant, arrière. Alors là, tu vas pas trouver la petite roue la petite roue des vitesses qu'a certains Fuji comme la série XT et XE. Ça, c'est plutôt comme la série XH et XS. Après, là, tu as des configurations, des machins, les boutons, là, le joystick pour déplacer tes points de mise au point, la sélection si tu veux mise au point manuel, continu ou single, différents boutons. Ici, alors, enfin les boutons habituels, hein, pas des tonnes non plus, c'est pas un piano. L'écran est orientable comme ça et comme ça, mais aussi pour ceux qui font de la photo en verticale,
comme ça. Donc tu pourrais parfaitement voir ta photo ou comme ça si tu es au-dessus de la foule, tu vois. Donc ça, l'écran, c'est pas un écran pensé vlogging si tu veux. Ce qui est, bah, c'est pas l'idée de ce genre d'appareil, bien qu'il y a des spécificités, des possibilités de vidéo. D'ailleurs, tu as un switch ici pour décider si tu es en vidéo ou en photo. Après, sur le côté, ben, ici, tu as le connecteur pour une télécommande. Ici, tu as double carte UHS 2, voilà. Après, de l'autre côté, tu as connecteur USB-C, micro, HDMI, et je crois que c'est un connecteur de flash, j'ai l'impression, ça, j'ai pas utilisé, ça c'est parti, ce connecteur. Et là, tu as aussi pour microphone et pour casque pour vérifier le son, puisque tu peux faire de la vidéo avec. Après, si on regarde le reste, bah ici tu as les dioptries, la griffe de flash, tout ça. Mais voilà, il y a ici le bouton de profondeur de champ. C'est vraiment, tu as ça en main et c'est vraiment très bien. Moi, en tout cas, je me sens à l'aise. Je n'ai pas une main ni très petite ni énorme. Et là, j'ai vraiment l'appareil vraiment bien en main. Voilà, donc que dire que physiquement, je pense que c'est une taille excellente pour un moyen format. C'est nickel, voilà. Alors, un truc important à signaler, c'est la batterie. La batterie, ce sont les mêmes batteries que sur le XT5, le XH XH2, XH2S, XT4 je crois aussi. Alors c'est vraiment super parce que ceux qui ont les deux, qui ont un GFX et un XT5 par exemple, ou un XH2S ou XH2, ok, peu importe, eh bien c'est la même batterie. Donc quand on sait qu'on a toujours plein de batteries sur soi, ben, c'est bien qu'elles soient communes à plusieurs appareils, donc très bien. Si on parle de la durée de la batterie, c'est environ 455 photos. Ouais, j'aurais bien aimé avoir 500, mais c'est un moyen format et tout ça, ça consomme normalement plus et tout ça, c'est quand même pas mal. On est quand même loin des 1000 qu'on aimerait tout savoir, voilà. Mais bon, je pense que pour le genre de photos qu'on fait avec ça, c'est correct. Ça pourrait être mieux, hein. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, ça pourrait être mieux. Mais non, non, c'est pas mal, voilà. Alors, qu'il ne soit pas énorme, ça ne veut pas dire qu'il est complètement léger. C'est quand même du métal, il y a quand même des trucs embarqués. C'est un appareil qui pèse 900 grammes. Ouais, ça a l'air beaucoup pour certains, ça a l'air peu pour d'autres, ça dépend de ton expérience précédente. La taille, pour donner une idée, il fait pratiquement 15 cm de haut et 15 cm de long et 10 cm de hauteur. C'est pas énorme, sincèrement, si on compare avec des réflexes, des trucs comme ça, c'est pas énorme, ça reste tout à fait raisonnable, voilà. Mais enfin, je donne les chiffres parce que pour certains c'est important, il y en a qui ont plus de dos, donc ils préfèrent le savoir, voilà. Alors, si on regarde qualité d'image, il n'y a pas une grosse différence avec le 50R que j'avais présenté, c'est le même capteur. D'ailleurs, ce capteur, c'est le même capteur sur le R, sur le premier 50 qu'ils avaient sorti, sur le Pentax 645Z, je crois qu'il s'appelle, sur le Hasselblad, celui que j'ai, le 907, aussi sur le X1D Mark 1 et Mark 2 le 1 et le premier qui n'avait pas de marque et le Mark 2 de Hasselblad. C'est vraiment un capteur qui est vraiment incroyable. Et ce capteur d'ailleurs chez DxO, l'entreprise qui analyse les capteurs, ça a été pendant très longtemps le meilleur capteur jusqu'à ce que Fuji et aussi Hasselblad présentent une version 100 millions de pixels. Mais ce sont les mêmes capteurs fabriqués par Sony. Donc celui-là reste le deuxième du marché, bien devant des 60 millions que tu peux entendre sur d'autres marques, 50 sur d'autres marques, trucs comme ça. Donc c'est vraiment un capteur excellent. Et donc au niveau de la qualité d'image, tu ne vas pas voir une grosse différence, même si le processeur est plus rapide, trucs comme ça. Mais au niveau qualité d'image, c'est vraiment nickel, voilà. Et malgré plusieurs années de présence sur le marché, ce capteur reste maintenant deuxième parmi tous les capteurs. Ce qui est quand même assez impressionnant. Ça donne une idée de la qualité et pourquoi on continue d'utiliser ce capteur. C'est vraiment excellent, quoi. Alors, à la différence du 50R que j'avais essayé, celui-ci est stabilisé avec 6,5 stop. Alors, on ne se rend pas compte, mais en moyen format, puisque le capteur est encore plus grand, c'est encore plus sensible au mouvement, plus qu'un full frame, plus qu'un APS-C, encore beaucoup plus qu'un micro 4 tiers. Donc pour moi c'est vraiment super cette stabilisation qui donne une certaine tranquillité. Quand tu fais tes photos, tu descends la vitesse et ça va vraiment t'aider à être un peu plus tranquille et pas perdre ta netteté si le sujet ne bouge pas évidemment. Donc très bon apport par rapport au 50R, c'est la présence de ce stabilisateur. Voilà. Alors, petite visite du 110 mm f2, c'est un objectif qui mesure 12,5 cm de long, il fait 87 de diamètre je crois, mais le filtre, le diamètre c'est, j'ai dit 87, attends j'ai les notes qui sont là, je ne vais pas dire des bêtises,
Est-ce que ma vue permet de voir par terre? Le diamètre filtre 77, mais le diamètre de l'appareil 94 de diamètre au plus large. Ok, diamètre du filtre 77, il est tropicalisé et c'est un objectif qui va depuis f2 jusqu'à f22. Alors à f2, la profondeur de champ est extrêmement courte. Moi, la plupart du temps, j'ai travaillé à f4, hein, f2, je l'ai essayé aussi. Et donc, c'est leur objectif qu'ils recommandent comme objectif de portrait. Alors, là, je t'ai passé des photos que je fais avec. Tiens, au fait, je te montre. Si tu mets le pare-soleil, ça devient encore plus grand. Rajouter, avant de parler de ce que j'allais te dire, rajouter le poids, il fait 1,10 kg. Donc, si tu rajoutes l'appareil de 900 grammes à côté, tu as pratiquement 2 kg dans les mains. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu as vraiment un problème de force physique, ça va être vraiment lourd. Mais c'est vraiment leur super objectif de portrait. Alors, en plus des photos que je te passe, je ferai une vidéo, parce que j'ai fait une séance photo avec une modèle, Chloé, et je passerai les photos que j'ai fait, une explication un petit peu de making of, voilà, que j'ai fait avec cet objectif pour vraiment l'essayer en situation de travail. Mais c'était pas un travail, c'est une collaboration, mais en situation réelle d'utilisation. Et c'est un objectif qui est vraiment très intéressant au niveau portrait. Très bien. Alors, son équivalent full frame, 110 mm, ce serait 87 mm. 87 mm, c'est donc une focale de portrait, voilà. Et le seul truc que je pourrais dire, c'est qu'à f2, c'est une profondeur de champ tellement courte que la distance minimum de mise au point, c'est 90 cm. C'est tellement court que, sauf si la personne te regarde vraiment de face, tu ne peux pas voir les deux yeux nets. Okay, tu en as un qui est mis au point et l'autre qui n'est pas. Sur un full frame, souvent, c'est la même situation. Un PC, même aussi, hein, ça dépend. Mais donc, moi, je pense que souvent, j'ai travaillé à f4 principalement, pour même les photos que j'ai fait à Chloé ou à ma fille, voilà. Mais il y a des fois, oui, on a besoin d'un f2. On ne devrait plus parler en luminosité. Les gens continuent à dire non, un objectif plus lumineux, ça n'a plus de sens aujourd'hui, puisque tu peux monter les ISO, c'est pas comme avant, où tu étais bloqué sur le film que tu avais dans l'appareil, faire tout le film à la même quantité d'ISO, de hasard à l'époque. Mais donc, si on pense en profondeur de champ, f2 sur un moyen format, c'est vraiment hyper court, donc c'est vraiment un outil très spécialisé. Et il faut, dans ces situations, il faut vraiment apprendre à bien faire la mise au point, parce que tu as une profondeur qui est peut-être de millimètres, en fait, quelques millimètres, voilà, quand tu es prêt, hein, je ne parle pas quand tu es à 100 mètres, hein, voilà. Alors, parlons du 20-35, qui ouvre de f4 à f22. 20-35, ça serait l'équivalent d'un 16-28 mm. Sincèrement, c'est vraiment l'objectif pour paysage, pour intérieur, pour tout ça. Et sincèrement, quand on voit f4, les trois quarts, ce que disent les gens, c'est « Ah, seulement f4, c'est pas très lumineux ça ». Mais il faut penser avec l'outil qu'on utilise. En moyen format, on n'utilise pas comme sur d'autres formats. En full frame, on n'utilise pas comme en micro 4 tiers, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que f4, en fait, c'est moins lumineux que 2.8, on est d'accord, que 2 aussi. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que tu as besoin de profondeur de champ. Donc normalement, on préfère avoir un f4 et avoir un petit peu plus de profondeur qu'être à 2.8 et être dans la soupe et payer un poids supplémentaire et un prix supplémentaire pour un diaphragme qu'on ne va sûrement pas utiliser. Donc il va depuis f4 jusqu'à f22. L'intéressant, c'est la taille du filtre, 82 mm de diamètre, c'est-à-dire qu'on trouve des filtres et des porte-filtres abordables dans cette taille. Parce que certains super grands angles, c'est vraiment une prise de tête pour un 16 mm. Normalement, c'est compliqué de trouver un porte-filtre correct, tandis que là, c'est une taille normale. Alors, cet objectif, moi, il m'a semblé vraiment pas mal. J'avais essayé le 23 mm sur le 50R, qui était vraiment superbe. Mais je ne saurais pas te dire s'il est plus piqué, moins piqué que celui-là, parce qu'il faut vraiment faire les deux essais en même temps. Donc je suis incapable de te dire, mais celui qui veut la polyvalence d'un zoom, sans aucun doute, ça c'est un zoom très intéressant, et la qualité, à mon avis, est au rendez-vous. Dans cette gamme, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de mauvais objectif. Donc voilà. Et si on met le pare-soleil, c'est un pare-soleil type tulipe, comme tu vois. Voilà, donc un objectif idéal, intérieur, paysage, voilà, vraiment très bien, voilà, très bien. Alors le poids, 715 grammes, c'est pas complètement léger non plus, mais enfin quand on fait en général de l'intérieur ou du paysage, souvent on utilise un trépied, donc c'est pas aussi problématique que sur 110 par exemple, où on va faire souvent à main levée, voilà. Donc voilà, pour donner une petite idée du combo, hein, 715 grammes et 900 d'appareil, voilà. Et là, c'est la grosse surprise, le 35-70, donc l'équivalent, ça serait un 28-55, si on parlait full frame,
qui ouvre à 3.5, 5.6. Alors comme j'ai dit avant, que ça ne soit pas le super lumineux, c'est pas forcément un drame et tout. Mais moi, j'étais vraiment surpris par cet objectif. Je pensais qu'il allait être vraiment pire que ça. Parce que d'abord, il ne coûte, entre guillemets, que 500 euros. C'est vraiment l'objectif de kit pour attirer la foule. Mais je pense qu'ils ont mis la même qualité, mais ils ont vraiment descendu le prix pour attirer les gens. Parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors bon, c'est peut-être pas la même qualité que le 45 fixe qu'ils ont, ou truc comme ça. Soit, je sais plus qu'ils avaient le 63 par exemple. Peut-être pas, ok? Mais pour ce tarif, c'est l'objectif à avoir dans ton sac. Je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir comme objectif un peu à tout faire dans le milieu de terrain, si tu veux. Et puis après, tu ajoutes une focale fixe ou un autre zoom qui peut t'intéresser. Mais j'étais vraiment surpris par la qualité de cet objectif. C'est vrai, à 70 pleine ouverture ou 35 pleine ouverture, tu n'as peut-être pas la qualité maximum. Enfin, tu fermes un point et c'est là, quoi. Donc, je pense que c'est une erreur de ne pas le prendre. Quand tu hésites si tu veux avoir un 23 fixe ou un 35 ou je sais pas quoi, tu bloques sur la longueur qui t'intéresse et tu essayes. Puis après tu dis ouais, c'est la focale qui me plaît, tu l'achètes. Mais là, comme truc de bataille, c'est vraiment nickel, ça, vraiment, vraiment super. Et il vient avec son petit pare-soleil aussi, voilà. Alors c'est vrai que quand tu changes, il va s'allonger, ok. Ouais, bon. Il y en a qui n'aiment pas, mais enfin bon, moi, je trouve que c'est pas un drame. Hein. Pour 500 euros, il n'y a pas à réfléchir, voilà. Alors, de retour à Tenerife, je vais te donner mes conclusions. Je ajoute quelques petites informations techniques. Alors, j'ai oublié de dire, bon, au début, je ne sais pas que j'oubliais, je le dis maintenant, qu'évidemment, il y a les simulations de films Fujifilm. Je ne sais plus si c'est 17, 18, 19, je ne sais plus, bon, peu importe. C'est l'habituel pour ceux qui veulent faire des simulations directes de leurs photos. Alors, dans ce cas-là, ça sera un JPEG, ok. Autre point important. La synchronisation de flash. La synchronisation, c'est de 1/125e de seconde. Pour moi, c'est peu. Moi, je souhaiterais avoir un 250e ou mieux encore, une ligne d'optique avec obturateur central comme sur les Hasselblad. Mais là, on parle d'un tarif qui serait vraiment radicalement différent. Est-ce un problème, cette synchronisation à 1/125e de seconde? C'est pas un drame. Moi, de toute façon, souvent, quand j'ai une limite à 250e, je mets quand même un filtre ND pour couper la lumière ambiante et je monte la puissance du flash. Donc, j'aurais simplement à faire la même chose. Mais ça aurait été cool d'avoir directement un petit peu plus. Voilà. Mais c'est pas un drame. Voilà. Moi, ça ne m'empêcherait pas d'acheter l'appareil. Voilà. Alors, si on parle de la qualité d'image, la qualité d'image est superlative. D'ailleurs, tous les modèles dont j'ai cité, aussi la concurrence qui utilise, il n'y en a pas tellement, hein, qui utilise aussi ce capteur, c'est un capteur qui est vraiment fantastique. La récupération des ombres est impressionnante. Alors, attention, beaucoup de volontairement, sûrement au niveau du marketing des marques, quand ils disent qu'ils ont un rang dynamique qui est plus élevé, on pense que par exemple la différence entre 13 et 15, c'est qu'à chaque bout il y a un stop de plus. En fait, c'est pas comme ça. C'est dans les ombres que ça s'améliore. Et là, tu vas vraiment voir la différence. Tu vas pouvoir récupérer les ombres avec vraiment pas beaucoup de bruit, contrairement à un appareil qui a un rang dynamique un peu inférieur. Donc, la qualité d'image reste vraiment superlative. Alors évidemment, il y a les couleurs Fuji, de la manière que sur mon Hasselblad, j'ai les couleurs Hasselblad. Après, c'est une question de goût, une question de décision, mais de toute façon, quand tu travailles en RAW, autant sur un appareil que sur un autre, tu peux rectifier. Donc, c'est une question d'a priori, souvent plus qu'autre chose. Voilà. Un petit point un peu délicat, l'autofocus. Cet appareil, ce n'est pas l'appareil photo que tu vas prendre pour aller faire un reportage de football. Ok. Donc, on ne peut pas demander à l'autofocus les mêmes choses que tu demanderais à un appareil qui est vraiment centré sur l'action. Voilà. Donc certains font des tests rapides et disent oh, l'autofocus il n'est pas terrible. Ouais, mais il n'est pas pensé pour ça. Cependant, l'autofocus n'est vraiment pas un foudre de guerre. J'ai eu assez de mal quand j'ai fait les photos de ma fille à avoir un œil correctement mis au point. Mais attention, ça veut dire que je n'avais pas configurer correctement l'autofocus avec la détection d'œil correctement. Voilà. Donc quelquefois c'était le nez qui était mis au point. Alors une profondeur de champ de f2 sur un 110 mm, tu as le nez ou l'œil, mais pas les deux. Voilà. Deuxième point, quand j'ai fait les photos à Chloé, tu verras une vidéo séparée,
eh bien là j'avais mis correctement la détection d'œil et j'avais plus le problème, sauf que quelquefois c'était difficile à l'appareil en basse lumière de détecter l'œil. Voilà, mais quand il détectait, c'était sûr que la mise au point était correcte. Donc cet autofocus marche, mais c'est pas un foudre de guerre, il faut le dire honnêtement. Alors, est-ce que c'est un problème? Ben, ça dépend. Celui qui achète ce genre d'appareil pour faire des trucs rapides, ben ouais, c'est pas l'appareil. Par contre, moi je pense que tous ceux qui font du portrait, du paysage, de la photo de produit, qui n'ont pas vraiment besoin d'un truc super réactif, ah ben, je pense qu'ils vont gagner beaucoup plus en ayant ce capteur qu'en cherchant un appareil super réactif dont ils n'ont pas besoin de cette réactivité et avec un capteur qui aura peut-être la même quantité de millions de pixels ou plus, mais beaucoup plus serré. Parce que l'important, ce n'est pas la taille du capteur, mais la taille des photosites. Donc 50 millions de pixels répartis sur ce capteur, ben, c'est des pixels qui respirent, on va dire. Comparé à 64 millions, je crois, ou 61 qu'a Sony sur plusieurs de leurs appareils, sur un capteur qui est plus petit, ben là, ça respire moins. Donc, c'est là que tu vas te rendre compte des gros avantages de cet appareil, qui est vraiment un appareil superlatif. Alors, il y a son grand frère de 100 millions de pixels. Bon, il a deux grands frères de 100 millions de pixels, mais vraiment, on parle de ce 50, c'est vraiment une qualité qui me semble vraiment excellente. Alors moi je pense que beaucoup de gens qui se ruent sur des hauts de gamme en mirrorless full frame ont sûrement raison s'ils font de l'action, des choses comme ça, ou du reportage rapide peut-être, mais par contre si c'est pas leur style de photo, faisant des photos plus posées, moi je pense qu'il faut absolument qu'ils essaient, je parle même pas d'acheter, je parle qu'ils essaient ce genre d'appareil pour vraiment voir la différence. Parce qu'au niveau de la qualité d'image, je pense que la différence est notable. On s'en rend compte vraiment. Alors évidemment, si après tu vas publier tout sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas voir la différence. Hein. Mais une fois publié. Mais si tu regardes sur ton ordinateur ou après tu vas vraiment publier sur des choses de qualité, des choses comme ça, ou imprimer, des trucs comme ça, ben, surtout de près, là tu vas voir une différence. Mais je pense que le gros avantage, c'est même pas l'histoire de la résolution, c'est le rendu dynamique qui est vraiment la récupération et tout ça, qui est vraiment, vraiment bien et des fichiers très propres. Voilà. Alors, un truc important, sur ce genre d'appareil, avec ce grand capteur, alors j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est pas une question de taille de capteur, c'est la taille du trou qu'il y a dans l'objectif. Trou physique. Mais évidemment, quand ces objectifs sont plus grands, le trou est plus grand, donc la profondeur de champ est beaucoup plus courte. Donc quand tu fais de la photo de produit, ben, souvent tu vas devoir faire du focus stacking, donc empiler plusieurs photos. Mais bonne nouvelle, pour ceux qui sont vraiment là-dedans, eh bien Fujifilm, même si je ne vais pas te le présenter dans cette vidéo, j'espère l'avoir un jour pour l'essayer, pour le montrer, mais ils ont sorti deux objectifs à décentrement et bascule, donc tilt shift, dont un qui est un 110 tilt shift et macro, je crois que c'est un 110, je me trompe peut-être, ok, mais peu importe, voilà, bon, 80, je ne sais plus, voilà, je crois que c'est 110. Donc ceux qui seraient intéressés par ce genre de photos de haute qualité de produits, eh bien, ça va permettre de faire une bascule de l'objectif pour mettre le plan focal d'une manière que ça sera, la profondeur de champ sera comme tu veux et non pas très courte et obligé de faire un empilement de photos. Voilà, donc c'est un petit détail, mais sache que si tu vas faire, si tu cherches vraiment à faire de la photo de produit, eh bien, dans ce genre d'appareil, même déjà avec un full frame, il y a cette chose à lutter, voilà, contre, voilà. Et je parle presque en anglais, ok, lutter contre, avec le contre à la fin, ça fait super. Ok, donc voilà, n'oublie pas. Mais bon, il y a ce super objectif qui est sorti et j'espère l'essayer un jour. Voilà. Mais voilà, en photo de produit, tu auras sûrement du focus stacking à faire. Donc, pour moi, c'est un appareil qui est complètement recommandable et les optiques aussi. Alors le 3570, c'était une grosse surprise. C'est un prix cadeau. J'aurais jamais imaginé que pour 500 euros, un peu moins même je crois, il y avait cette qualité, quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors, il est bien clair que je m'étais complètement planté sur les intentions de Fujifilm quand ils ont sorti ce modèle. Moi, je pensais vraiment sincèrement que ça allait être un truc recoupé, quoi. Et pas du tout en fait. En fait, le seul truc qui est différent, c'est la définition du capteur, parce que le reste est au rendez-vous. Hein. Donc, ouais, non, mais incroyable. Pour ce tarif, c'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. Donc, pour moi, ben, ce matériel est complètement recommandable. Évidemment, on parle d'un prix qui n'est pas des moindres,
mais c'est pas plus cher que les hauts de gamme en full frame avec le jeu d'optique. Hein. Donc voilà, celui qui est en train de regarder cette gamme de prix, qu'il regarde aussi ça. Évidemment, celui qui regardait un appareil à 1000 euros, il va s'évanouir quand il va voir les tarifs de cet appareil qui reste raisonnable et ses optiques, évidemment, hein, mais il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est un appareil qui est complètement recommandable. Donc si cet appareil t'intéresse, et les optiques, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Évidemment, je recommande chez Digit Photo. D'ailleurs, si tu achètes chez eux, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Donc, merci beaucoup à Fujifilm France de m'avoir passé ce matériel, en particulier à Olivier Saint-Géry qui m'a remis en main propre, donc je remercie énormément. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais on va dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permettent de former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur la plateforme, que c'est des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Alors il y a plusieurs types de formations, hein, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celle que tu choisis et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de ton niveau au début et tout ça. Mais moi je te conseille de les contacter par téléphone. Ils ont aussi un email et un site web, mais par téléphone qui est gratuit parce qu'ils pourront te renseigner précisément sur ce qui est le mieux pour ce que tu voudrais apprendre. Voilà, quelle formation correspond le plus à tes besoins. Une question qu'on fait souvent, comment ça se paye? Les tarifs, alors tarifs, tu parles avec eux, mais comment ça se paye? Il y a plusieurs manières. Il y a une manière très élégante qui dit autofinancement, comme si tu étais une banque, en fait, ça veut dire de ta poche. Deuxième option, si jamais tu es un chercheur d'emploi, un rechercheur d'emploi, tu peux parler avec Pôle emploi qui finance certaines formations. Et puis après, il y a le CPF, compte personnel de formation. Toute personne qui a travaillé en France a une somme qui s'accumule chaque année et il peut l'utiliser un jour pour se former, que ce soit une profession ou un loisir. Dans ce cas-là, ça pourrait être de loisir ou profession. Voilà. Donc, important, si tu voulais passer par le CPF, si tu voulais te former une fois la retraite, inscris-toi avant de partir, parce qu'une fois la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF, par contre en autofinancement ou au financement, évidemment. Voilà. Deuxième point, donc tu pourras te former une fois la retraite, mais inscris-toi avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, on ne sait pas encore, mais apparemment les élèves devront payer une partie de leur poche. Mais il y a eu plusieurs sons de cloche, aussi bien au niveau du ministre, qu'au niveau de Bruno Le Maire, qu'au niveau de la Cour des comptes, ils ne sont pas tous d'accord. Donc, vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit. Donc, inscris-toi au plus vite. Ce qui compte, c'est la date d'inscription, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Mais voilà, je te conseille de les contacter, je te laisse toutes leurs informations, tout ça, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de tout mon matériel chez Digit Photo. Alors comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, si tu achètes chez eux, s'il te plaît, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté, code promo, qui est complètement compatible. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.